Bonjour Athénaïs. Bonjour Sarah. Alors aujourd'hui, on est réunis toutes les deux pour discuter de pratiques sexuelles, mais surtout à un moment donné dans la vie, tu te dis que tu as fait un petit peu le tour, que tu en as marre de faire toujours les mêmes choses, d'avoir les mêmes scripts, que tu as envie d'explorer un petit peu ta sexualité différemment, peut-être avec d'autres personnes, peut-être dans d'autres cadres. Comment tu fais? Parce qu'il n'y a pas de guide qu'on trouve facilement sur Google. Il y a aussi parfois un peu des risques de se retrouver dans des endroits qui ne sont pas forcément safe, avec des gens pas toujours bien intentionnés. Mais à côté de ça, il y a des super opportunités de s'ouvrir à autre chose et puis de s'explorer soi-même. Et c'est quand même ultra intéressant parce que la sexualité, ça fait partie de nous. Et du coup, on est là pour parler de tout ça. Vaste sujet. Première question, toi, en tant qu'individu, en tant que personne, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir du script classique et à aller vers quelque chose de nouveau que tu connaissais moins? Alors si je dois parler un peu de mon parcours, comment est-ce qu'aujourd'hui j'explore la sexualité, comment j'y suis arrivée. J'ai toujours été attirée par la sexualité dès mon adolescence. J'ai eu une sexualité très tôt et très active pendant mes années collège-lycée, ce qui m'a valu parfois des critiques, des jugements, des moqueries, voire même des comportements agressifs, parce que ma sexualité était considérée comme hors norme parce que trop active. Ça a été un peu dur à cette époque-là, mais voilà, je me sentais bien avec moi-même et j'ai continué. C'est dommage ce double standard aussi qu'il y a. Femme-mec, ouais. Si tu avais été un mec, tu aurais été loué par tes potes et comme tu étais une fille, c'était pas du tout ça. Ouais. Je pense que c'est dommage cette image qu'on a du Don Juan et de la salope. Voilà. Ensuite, j'ai eu une relation de 7 ans avec avec un homme où on était un couple, ce qu'on appelle vanilla. Est-ce que tu peux l'expliquer? Oui, bien sûr. Alors, vanilla, c'est quand on a des comportements, des relations sexuelles ou des comportements sexuels qui rentrent dans ce qui est appelé la norme. Ok, d'accord. Donc, c'est des relations sexuelles un peu conventionnelles qui ne sortent pas de ce que la société trouve comme normal dans la sexualité. Et donc, on avait une sexualité vanilla qui nous correspondait à tous les deux à cette époque-là. On était aussi un couple libre. Donc, sur 7 ans de relation, on a eu 4 ans de relation ouverte. Mais tu peux être vanilla et couple libre? Alors, je pense que tu peux parce que nous, on avait des règles. C'est ça aussi, c'est que moi, à 19 ans, quand j'explorais un peu tout ça, j'avais pas de personne à qui en parler. Ouais. Je pense que j'étais le seul couple libre de mon cercle d'amis. Okay, et donc, c'est vrai que sur 4 ans de relation, moi, j'ai eu très peu de partenaires au final, parce que je pense que c'était pas le but. Moi, c'était plus l'idée de pouvoir flirter en soirée, d'être je suis désolée, je pars le week-end prochain avec mon copain, ou quoi. Et donc on avait des règles, si on parle des règles de notre couple, c'était que des coups d'un soir, que des personnes qui ne faisaient pas partie de nos cercles d'amis et pas chez nous. Mais aujourd'hui, je suis polyamoureuse, donc c'est très différent, tu vois, la vision que j'ai des relations humaines. Et c'est ce que je disais, c'est que je pense que dans mes cercles proches à cette époque-là, j'avais pas de personnes qui faisaient de la sexualité en pluralité, du BDSM, du tantra. Ouais. Donc c'est vrai que c'était des sujets qui étaient encore assez éloignés de moi, même si j'étais toujours hyper intéressée par la sexualité. Et quand on s'est séparés en juin 2020, je me suis un peu remis, en fait, j'avais un peu mis sur pause mon exploration, on va recommencer. Et j'ai rencontré par le biais d'applications de dating des personnes qui, elles, faisaient partie des communautés libertines et BDSM et qui m'ont donc ouvert les portes à ces communautés-là. Voilà, ça m'a permis
c'était cette volonté d'explorer, de découvrir des nouvelles choses, de découvrir des nouveaux moyens de prendre du plaisir, avoir des moments de connexion et de lâcher prise. C'est ça en fait, l'exploration de la sexualité. Donc, mais du coup, ce que tu dis, c'est que c'était quand même un peu genre sous le manteau, quoi. Genre, tu rencontres quelqu'un, tu as la chance de partager potentiellement un intérêt ou une curiosité, vous en parlez et la personne par la suite t'invite. Je me souviens par exemple un partenaire que j'ai encore aujourd'hui qui affichait clairement sur sa fiche d'application qui faisait du shibari. Okay, et d'accord. Au bout du deuxième message, j'étais là. Oh, by the way, c'est assez transparente, je suis très intéressée. Et aujourd'hui, c'est encore un partenaire, c'est lui qui m'a fait aussi découvrir le BDSM. Tu peux expliquer Shibari ? Le Shibari, c'est du bondage, donc c'est le fait d'attacher quelqu'un avec des cordes. C'est une pratique qui vient du Japon. On a ces images parfois de personnes suspendues dans les airs. C'est assez impressionnant. C'est très technique et ça peut être parfois très artistique ou parfois très tourné BDSM, donc sur la douleur. Il y a plein de manières de le pratiquer, c'est selon l'intention qu'a la personne qu'elle met dans les cordes. Ok, d'accord. Aujourd'hui, toi, tu as ton collectif. Mais du coup, comment tu définirais le milieu sexpo, principes, valeurs autour du sexe positif, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Le mouvement sexpo aujourd'hui, c'est un mouvement philosophique, politique et social. Il tire ses racines en fait dans un mouvement féministe anti-pornographie, on va dire dans les années 80. Où des féministes ont dit on en a marre, on va lutter en fait contre le rapport de domination masculine sur le corps de la femme qui est représenté dans la pornographie. Et on va donc libérer le plaisir féminin, remettre la place de la femme et son consentement là où ils auraient toujours dû être en fait. Ouais. Donc c'est ça, le mouvement sexe positif, c'est un mouvement qui vient challenger les stéréotypes, les systèmes de pensée traditionnels, patriarcales et l'hétéronormativité. Ouais. Si on parle un peu plus des principes, je pense qu'il y en a quelques-uns aujourd'hui. C'est libérer la parole sur la sexualité, se réapproprier son corps, aussi accepter toute forme de sexualité comme quelque chose de positif, parce que en fait, c'est ça, c'est que pourquoi on parle de sex-positivité ? C'est parce que, de par notre histoire judéo-chrétienne, le sexe a longtemps été considéré comme quelque chose de sale, d'immoral, on devait être coupable, qui ne pouvait pas. Et donc, le mouvement sexe positif, c'est un mouvement qui prône une approche positive de la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui devait être encouragé, qui permet une forme de libération, en fait, de chacun. Donc ça, je pense que c'est un pan. C'est aussi la remise en cause des tabous liés à la sexualité. Par exemple, le plaisir anal, c'est un plaisir et surtout pour les hommes, tu vois. C'est encore quelque chose de très, très tabou chez les hommes. Donc non, en fait, c'est un plaisir comme un autre. Il faut encourager les personnes qui ont ces pratiques-là. Aussi remettre en cause, je pense, des discriminations que peuvent connaître les communautés LGBTQ+, ou certaines pratiques, par exemple le BDSM, parfois c'est montré du doigt. Non, en fait, chacun a le droit de pratiquer sa sexualité comme il l'entend, tant que c'est dans des relations consenties, que c'est bien, c'est fait dans un cadre, tu vois. Et le dernier point, je pense que les dernières valeurs du Sexpo, c'est une sensibilisation et une éducation sur toutes les questions de consentement et de safer sex, donc tout ce qui touche les sexualités protégées, les IST, etc. Et ça, ouais, c'est très important de pouvoir justement en parler. Pour la petite anecdote, je sensibilise beaucoup parce que donc à Akasha, on fait des calls où on sensibilise sur ça avec tous nos membres. Et je dis aux gens, c'est très important de se faire tester régulièrement quand vous avez plusieurs partenaires sexuels. Et il y a très peu de gens, par exemple, qui savent qu'il faut se faire tester quand on a des pratiques non protégées, surtout en pharyngée et anal, pour tout ce qui est chlamydia et gonorrhée. Moi, j'ai eu une gonorrhée il y a 6 mois dans la gorge, et en fait, si je ne me faisais pas tester la gorge, je ne l'aurais jamais su. Et donc, il y a encore, tu sais, toute une éducation à faire sur ça. Ouais, c'est ça,
Ouais. Et en plus, la gonorrhée, c'est quelque chose de très transmissible. Si je ne me faisais pas tester dans ces points-là, je pense que Ouais, donc il y a quand même un côté informatif, sensibilisation et éducation au consentement qui est important. Si je suis curieuse, mais je ne sais pas trop vers quoi je veux aller, par quoi je commence? Je pense qu'il faut d'abord se renseigner, s'informer. Il y a des pages Facebook, des sites internet, des comptes Instagram qui parlent du mouvement Sexpo. Quand on veut intégrer par exemple des communautés, je pense que c'est important de s'écouter. Il faut y aller à son rythme, il ne faut pas se forcer. Il y a par exemple donc, des collectifs qui font des formats événements sociaux, on va dire, avec des cafés, des after-work, où on vient pour justement rencontrer la communauté, discuter avec les personnes qui en font déjà partie, pour pouvoir poser des questions. Ça peut être déjà très rassurant de rencontrer les gens pour comprendre l'esprit et les valeurs de ce collectif en particulier, voir si ça correspond, nous, à ce qu'on cherche. Après, il y a effectivement aussi des ateliers, des collectifs qui organisent des ateliers sur le consentement. Et ça, c'est pas mal pour commencer. C'est des ateliers qui sont sans sensualité, sans sexualité, où justement on va aller s'éduquer et s'exercer sur ces outils pour pouvoir ensuite interagir dans des événements où il peut y avoir de la sensualité ou de la sexualité. Ce que je pourrais déconseiller, par exemple, sur les choses à ne pas faire, ne pas se laisser porter par un effet de groupe, ne pas, tu vois, par exemple, si un partenaire, lui, veut faire ça et que vous n'êtes pas confortable, il ne faut pas suivre quelqu'un si nous, on ne le sent pas. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais fait avant que tu ferais plus? Alors là, c'est pas vraiment le Sexpo, mais moi, quand j'ai commencé dans les communautés libertines, j'ai fait effectivement des soirées privées où je remettrai plus les pieds aujourd'hui parce que c'est pas les valeurs que j'ai. C'est des soirées celles que j'ai faites. J'essaie pas de généraliser, mais celles que j'ai faites, c'est des soirées très hétéronormées avec cette idée de performance, de sexualité consommation. Où en fait, tu peux pas juste venir prendre un verre et discuter avec les gens. On te regarde un peu, genre t'es là pour quoi en fait? Ouais, c'est ça. Si tu dis, t'es là pour Ken. Ouais, c'est ça. Non, je peux aussi boire juste un petit verre. Et aussi, si on parle de BDSM, je pense que ne pas s'aventurer dans des soirées BDSM si on ne sait pas et si on n'est pas curieux de ce genre de pratique, parce que c'est des endroits où il peut y avoir certaines scènes qui peuvent trigger des émotions ou quoi. Enfin, il faut savoir. La mémoire, des traumas, parce qu'il y a aussi ça avec la sexualité. En tant que femme, malheureusement, il y a de fortes chances qu'on ait été ou victime de violences, d'agressions, de gestes déplacés dans notre société. Et il y a aussi ce truc-là assez important dans le BDSM de cadre safe, parce qu'en fait, on n'en parle pas assez, mais le BDSM, quand c'est bien fait, c'est aussi l'idée de construire un espace où on se sent assez en sécurité pour donner prise à l'autre sur nous. Mais du coup, comment tu commences à faire ça? Donc ça, le cadre dans le BDSM, c'est ça, c'est que vu qu'on va parfois toucher à des situations avec de la douleur ou des situations de domination-soumission, c'est très important de poser des bases, d'avoir un cadre safe, de connaître les préférences de chacun, les limites de chacun. Ça, c'est une discussion qui se fait avec toutes les personnes. Quand tu commences à jouer avec une nouvelle personne du BDSM, il y a cette discussion qui est, on va dire, obligatoire. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler des différents formats qui peuvent exister de l'initiation? Donc, on va dire, je suis vraiment genre un Pokémon de stade 0 au festival ou au week-end full tantra. Donc, il y a des collectifs qui font les ateliers sur le consentement où c'est graduel, par exemple. On fait l'atelier consentement 1, l'atelier consentement 2, l'atelier où il y a de la sensualité, l'atelier consentement 3, où il y a de la sexualité. On a aussi donc des collectifs qui sont un peu plus centrés sur le BDSM, qui vont, dans leur manière d'expliquer les événements, vraiment former les gens sur qu'est-ce que le BDSM, qui organisent parfois des bunchs où on peut discuter justement avec des gens qui pratiquent le BDSM pour poser des questions, etc. On a
des festivals, comme tu disais, de plusieurs jours, qui font des ateliers autour de la sexualité, mais pas que. Il y a aussi sur le mouvement, donc le yoga, la danse statique, tout ce qui est artistique aussi. On a des collectifs qui font des événements sans sexualité, sans sensualité, qui sont des soirées tendresse et pyjama. Oh, c'est trop mignon! C'est genre tout le monde vient en pyjama et fait des câlins. Ok, d'accord. Et nous, on va avoir, on va dire, 3 types d'événements. On a les événements exploratifs. Okay. Donc on offre un cadre pour pouvoir justement explorer sa sensualité, sexualité et la célébrer. Donc ça peut aller de soirées où la sexualité est autorisée, ça peut aller des liquid love. C'est un format qui moi me tient beaucoup à cœur, qui est un format assez incroyable. C'est une expérience en groupe sensorielle et sensuelle. Ok, d'accord. Il faut imaginer une vingtaine de personnes, les yeux bandés et couvertes d'huile. Ok. Et c'est juste un entremêlement de corps qui s'emmêlent et se démêlent. C'est un moment de lâcher prise et de connexion, justement sans le sens de la vue, mais par donc les autres sens, qui est assez incroyable. Donc tu ne sauras pas, tu vois les personnes en arrivant. Alors, nous, à Kasha, on aura 2 formats. Il y a, on va dire, le format où le fait de bander les yeux est optionnel. Ok, de se bander d'accord. les yeux est optionnel, donc tu peux encore choisir avec qui tu interagis. Et un format un peu plus lâcher prise où effectivement on ne connaît pas les autres participants et les personnes arrivent les yeux bandés et ne rencontrent pas les autres personnes. Et donc c'est vraiment cette marée humaine de corps. Mais alors, nous, on ne fait pas de sexualité dans ces formats-là, hein, parce que quand on lève le sens de la vue, c'est quand même pas possible et pas envisageable, pour des questions aussi de consentement. Parce que le consentement dans les liquid love passe à un consentement a posteriori et non verbal. Donc, c'est à base de double tape, de redirection de la main, etc. Mais ouais, c'est un format assez intéressant. Et du coup, comment ça s'organise? Parce que des personnes blindées d'huile, 20 personnes blindées d'huile dans L'appartement ressemblait à une scène de crime de Dexter. Ouais, bah, c'est ça. T'as des bâches partout. Et alors après, pour aller prendre la douche, c'est à la queue leu-leu, un par un ou 2 par 2, mais ça vaut le coup. Et donc, du coup, quand tu vas à Leroy Merlin, tu as l'air d'un criminel en puissance et tu demandes des bâches. C'est ça. Et donc, on va aussi organiser des dîners sensuels. C'est des dîners autour des sens, des aphrodisiaques, du food play. Donc ça, c'est les événements exploratifs. Après, on a nos événements plus pédagogiques, donc justement pour apprendre le tantra, le shibari, le BDSM. Et des formats cercle de parole. Sur tout ce qui est polyamour et relations libres, parce qu'il y a une certaine porosité, on va dire, entre le sexpo et les communautés polyamoureuses ou qui sont en relations libres, et d'offrir justement un espace où ces personnes-là peuvent se rencontrer, discuter, échanger leurs expériences et réfléchir à tous ces nouveaux modes de relation. C'est vraiment un grand plus pour notre communauté. Et quand vous faites des initiations, c'est quoi? C'est un peu des masterclass, il y a 5 à 8 personnes qui se retrouvent et avec un prof. Exactement, c'est exactement ça. Ok, d'accord. Par exemple, si on parle de l'initiation au BDSM, on va expliquer ce que c'est que le BDSM, comment est-ce qu'on peut pratiquer le BDSM d'une manière safe. On va parler des safe words, des différentes pratiques qui existent dans le BDSM, l'impact, le wax play, le bondage, la domination, la soumission. Et parfois, on finit sur une petite pratique, par exemple, d'impact pour expliquer aux gens et pratiquer. Mais on est d'accord, du coup, que c'est pas la majorité des événements que vous organisez où il y a de la nudité et de la sexualité. Pas du tout. En fait. Faut arrêter de penser que quand on va dans un événement sexpo, on ouvre la porte et il y a une énorme orgie. C'est pas du tout ça. Non. On organise des événements autour de la sensualité et de la sexualité, mais tous les événements ne sont pas avec sexualité ou sensualité. Ok, d'accord. Je pense que c'est un préjugé qui est assez fort de se dire, dans Sexpo, il y a sexe et quoi qu'il arrive, en fait, tu te retrouves à poil à devoir faire l'amour avec quelqu'un.
Et du coup, c'est aussi cool de te dire que tu peux y aller par petits pas et que tu as des after-work, tu as des dîners, tu as des masterclass et tu as la possibilité de le découvrir doucement et de le faire en rencontrant des personnes qui sont safe. Et du coup, est-ce que vous sélectionnez les personnes qui intègrent Alors, nous, à Kasha, oui, il y a une sélection. C'est pour ça aussi qu'on fait le vidéo call avec toutes les personnes qui veulent rejoindre la communauté. Ça nous permet de nous assurer de l'intention de ces personnes, de vérifier qu'elles soient alignées avec nos principes et nos valeurs, donc respect du consentement, inclusivité, respect de la vie privée pour les principaux. Je sais qu'il y a, c'est qu'il y a des communautés qui sont ouvertes à tous, des communautés où il y a une sorte de sélection ou une non-mixité choisie, par exemple au niveau de l'âge ou au niveau de... il y a des communautés qui sont ouvertes que pour les personnes queer, parce que elles souhaitent rester entre elles. Il y a aussi des communautés un peu plus, on va dire, privées, secrètes, où il faut être absolument coopté pour pouvoir entrer. Enfin, il y a un peu de tous les formats. Il y a aussi un truc, je pense, qui fait assez peur, c'est que ta sexualité, c'est souvent justement un moment caché, éloigné du groupe et du collectif. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant de rompre la notion d'intimité, de privé et d'aller vers du collectif? Qu'est-ce qui fait que tu en apprends plus sur toi-même au final? Alors, je pense que déjà d'être guidé par quelqu'un qui a l'expérience, qui fait ce genre d'atelier depuis longtemps, qui est un sachant en fait, ça ouvre des portes que parfois dans le privé on ne s'ouvre pas, ou alors il faut aller chercher sur internet, il faut trouver des contenus, etc. Alors que là c'est quelqu'un qui vient justement partager son expérience et son savoir. Après il y a aussi l'idée dans ce genre d'événement il y a souvent ce qu'on appelle des supports émotionnels. Donc si jamais ça va trop vite ou on a besoin de parler de quelque chose qui nous tracasse ou qu'on sent qu'il y a un petit blocage entre nous, c'est le moment justement de pouvoir l'exprimer avec quelqu'un et d'essayer d'avancer sur ça. Et après, je pense que le fait de rencontrer en fait d'autres gens qui sont dans la même démarche que soi, c'est ça, accéder en fait à une communauté, à des gens qui sont dans le même état d'esprit, ça c'est aussi hyper important parce que la sexualité, je pense, elle s'apprend de deux manières, c'est par l'expérience et par le partage d'expérience. Et donc de pouvoir rencontrer des gens autour qui sont dans la même démarche. Le BDSM, le tantra, le shibari, on a cette vision parfois un peu extrême. Et ça peut aussi de temps en temps donner lieu à des dérives, à des pratiques un peu sectaires. Comment on fait pour justement savoir où on va et comment on sait, à l'inverse, quand tu es un collectif, tu peux sélectionner les gens, mais comment tu sélectionnes toi le collectif vers lequel tu vas, comment tu sélectionnes les personnes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scandales récemment. Il faut faire attention. C'est pas parce que quelqu'un, sous couvert de proposer du BDSM ou du tantra, a forcément des bonnes intentions. Là, il y avait eu un scandale en 2023. C'était un gourou du yoga tantrique qui est aujourd'hui accusé de viol, séquestration, traite d'êtres humains sur des centaines de femmes, je crois. C'est hyper impressionnant. Ou même, tu vois, des personnes qui, sous couvert de pratiquer, d'offrir des séances BDSM un peu à des nouveaux venus, en fait, sont des prédateurs sexuels qui n'appliquent pas du tout le cadre safe qui est normalement nécessaire dans ce genre de relations BDSM. Tu vois, moi, je sais que quelqu'un avec qui je joue pour la première fois en BDSM, si la personne ne met pas sur la table nos préférences, nos limites ou quoi, je suis là, oulala. Déjà, ça va pas. Déjà, c'est un peu red flag où, tu vois, quelqu'un comme moi, quand je suis switch, donc je peux aussi bien dominer qu'être dominé ou être maso et sado. Donc je sais que quand moi je domine quelqu'un et que cette personne me dit j'ai pas de limite, c'est un petit red flag parce que ça veut dire qu'en fait la personne n'a pas fait le travail sur elle de savoir ce qui lui plaît et ce qui lui plaît pas. C'est exactement ça. Après, dans le BDSM, on a un site internet qui s'appelle FetLife. Qui est donc un site pour la communauté BDSM en Europe, qui est répertorié. Donc, tu peux avoir un profil, c'est un peu le Facebook du BDSM. Donc, déjà, le fait que cette personne ait un profil et des amis, ça peut être rassurant sur savoir l'identifier. Après, si on parle par exemple de shibari, il faut faire un peu attention parce qu'il y a des personnes, je pense, qui
ont peu d'expérience et peu de connaissances et qui tout de suite veulent faire des nœuds et des suspensions et des choses trop compliquées. Et ça peut être des comportements à risque parce que de faire une suspension alors qu'on n'a pas encore la connaissance pour la faire, tu peux par exemple couper des nerfs, ça peut avoir des conséquences au long terme sur le corps. Donc voilà, trouver des personnes qui... bloquer la circulation sanguine. Les nerfs, tu peux faire très mal sans que ce soit forcément ressenti tout de suite, quoi. Ok, d'accord. Donc tu parlais du site FetLife. Est-ce que tu as d'autres sites, recommandations, d'autres endroits pour justement trouver des événements un peu collectifs, pouvoir accéder à des communautés que toi tu considères comme safe? Alors bon, sur FetLife, il y a les événements BDSM. Okay. Après, tu as des pages sur Facebook du type Sex Positive Community in Europe, où les communautés sex positives publient leurs événements. Je peux faire peut-être un petit tour d'horizon aussi de ce qui se passe à Paris aujourd'hui. Quand on parlait des ateliers de consentement, ça c'est Love Experience et la Licornerie. Il y a aussi l'association Les Chahuteuses pour les soirées tendresse et pyjama. Les Nuits Perverses pour les côtés un peu plus BDSM. On a aussi des événements un peu plus festifs, type La Feste, Maison Pourpre, où là il y a de la musique et ils sélectionnent aussi les gens pour avoir un cadre un peu intimiste, ce qui est très important hein, parce que il y a des soirées, moi que j'appelle parfois la soirée techno-kinky, où en fait les places sont vendues sur Shotgun. Et donc, tu sais, tu peux avoir n'importe qui vient. Et moi, j'ai arrêté d'y aller parce que j'ai eu des expériences où, par exemple, j'étais en train de faire une scène BDSM avec ma copine. On était en train de faire une session d'impact. Et donc, elle était un peu les fesses dehors. Et il y a un mec qui a commencé à vouloir me donner une fessée. Et j'étais là, mais attends, qu'est-ce que tu fais? C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, tu vois. Et donc, c'est vrai que la sélection, c'est aussi quelque chose d'important hein, dans ce genre d'événement pour éviter justement d'avoir des personnes qui, soit n'ont pas les... C'est pas forcément qu'ils sont mal intentionnés, forcément, mais qui n'ont juste pas les codes, quoi, qui savent pas en fait comment ça fonctionne. Oui, qui ne sont pas passés par un processus d'éducation sur ce que c'était, comment c'était fait et dans quel cadre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa? Edonné, quand on parlait des festivals. Et après, il y a des munchs organisés par différents collectifs BDSM aussi. Moi, je suis allée et j'ai trouvé que c'était cool pour les babies, les ateliers tantra du... Nest, The Nest. C'est vrai que oui, les ateliers tantra, c'est The Nest. Il y en a aussi au 30e ciel. Mais oui, il y a pas mal de communautés à Paris. Après, voilà, il faut s'informer, il faut aller les rencontrer, pas hésiter à poser des questions. Hein, Et je trouvais ça assez rassurant aussi d'être par tranche d'âge. C'est vrai que... pas du tout pour faire de l'agisme, mais c'est aussi quand tu commences à investir un milieu, tu as peut-être peur de te retrouver face à des personnes, et notamment quand on est une meuf, je trouve, face à des mecs avec une super grande différence d'âge. Et du coup, c'était assez agréable d'être dans un truc un peu circonscrit en termes d'âge. Je te rejoins là-dessus. Hein. Nous, la communauté Akasha, c'est une communauté qui est réservée aux 25-45 ans. Parce que moi, j'étais allée une fois au Chandelle, qui est un club libertin à Paris. Et moi, je ne monte pas du doigt les couples qui peuvent avoir des grandes différences d'âge. Hein. Mais moi, les chandelles, ma vision des chandelles, c'est Dominique Strauss-Kahn. C'est ça. Et donc, je me souviens, sur le même canapé, mais pas forcément dans le même groupe, tu avais un homme, la soixantaine, et juste derrière, une nana de, 20 ans. Et je me demandais, mais ils doivent être tous les deux mal à l'aise, en fait. Ouais, c'est ça. Pour revenir sur les événements collectifs, moi, les événements collectifs que j'ai pu faire, c'était des événements non-sexualité. Mais du coup, quand tu as de la sexualité, comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des cadres, des personnes qui sont là pour être vigilants? Comment ça se passe, quoi? Bien sûr, bien sûr. Alors, quand on parle de play party, donc des parties où la sexualité est autorisée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est autorisée, mais elle n'a rien d'obligatoire. Tu peux très bien venir à nos événements. Nous, on fait des ateliers aussi, des performances, ou juste rencontrer des gens. Tu n'as aucune obligation de la pratiquer. Nous,
nous, ce qu'on essaye d'offrir à notre communauté, c'est ce qu'on appelle un cadre safer. Donc on met en place des procédures et des règles pour justement offrir ce cadre-là. Ça passe par le biais par exemple d'un code de conduite qui est signé, qui est connu et accepté par tous nos membres, où on parle de tout comportement inapproprié, discriminatoire, etc. On parle du consentement enthousiaste. On a aussi des règles d'étiquette qui sont, elles, vraiment focalisées justement sur le consentement, le voyeurisme, la sexualité en pluralité, où on explique ce que c'est, comment interagir dans nos relations pour justement être aligné, ne pas avoir de malentendus quand on veut interagir avec d'autres personnes pendant les événements. On a aussi des angels. Donc c'est des personnes qui sont là pour vérifier que toi tu passes un bon moment, que le cadre et les règles soient respectés par les participants. Et donc elles sont vigilantes, elles sont un peu à se mouvoir dans la soirée pour vérifier que tout va bien. Et si toi, à un quelconque moment, tu vis ou tu vois une situation que tu as trouvée anormale, qui était contraire aux règles ou qui t'a juste rendu mal à l'aise, tu es invité à aller voir et à en parler. Tout ça, en plus, on le rappelle pendant le cercle d'ouverture. À chaque soirée, on fait un cercle d'ouverture où on rappelle le cadre, on présente les angels, où les gens peuvent poser leurs questions. Et c'est important d'avoir ce moment où on fait ce rappel. Nous, à Akasha, on a aussi des espaces sans sexualité et avec sexualité. Donc voilà, les gens qui ne veulent pas en fait, pratiquer la sexualité sont pas bienvenue quand même. Oui, non, mais donc t'es pas obligé d'avoir de la sexualité autour de toi en fait. On fait des distinctions au niveau des espaces. Tu viens, tu rencontres les gens. En fait, c'est une soirée comme une autre, et c'est juste que la cerise sur le gâteau, c'est que si tu veux pratiquer la sexualité, tu peux le faire. Et nous, on fournit aussi ce qu'on appelle du safer sex, donc tout ce qui est préservatif, lubrifiant, digue dentaire, pour que les gens puissent se protéger. Et comment vous faites pour les lieux ? Alors, à Akasha, nous, on a des lieux. On est sur des formats assez intimistes, donc nous, c'est dans des appartements dans le centre de Paris. Ça dépend. Il y a par exemple, les événements tantra, ils ont des salles, je pense, où d'habitude, il peut y avoir de la danse ou quoi. Il y a des événements qui ont lieu dans des clubs. Je pense à NSFW ou Maison Pourpre qui, eux, font des événements dans des boîtes de nuit ou quoi. Donc voilà. Et après, il y a des soirées dans des châteaux ou des festivals. Et si justement tu as envie de rentrer dans ces communautés, tu as envie de t'explorer, mais tu n'as pas forcément envie d'être outé, donc d'avoir un profil public, comment tu fais ? Tu peux par exemple te protéger en utilisant un alias. Tu n'es pas du tout obligé, quand tu te présentes en tout cas aux autres personnes de la communauté, d'utiliser ton vrai prénom. Tu peux aussi te déguiser un peu. Moi, je me souviens, la fois où je suis allée aux chandelles, j'avais tellement peur. Donc, je suis ancienne avocate. Et les chandelles, c'est un repère, je pense, d'avocat. Et donc, je m'étais mis une perruque. J'étais irreconnaissable, je pense. Donc, il y a cette possibilité-là. Et après, c'est des événements, normalement, où la confidentialité des participants est très importante. Nous, on demande à nos membres de ne pas divulguer l'identité des personnes qu'ils ont pu rencontrer pendant les événements. Par exemple, les photos sont interdites. Donc nous, dans les soirées, on demande soit de laisser les téléphones dans les sacs, soit on colle des gommettes sur les appareils photo. Comme ça, si jamais tu sors ton téléphone pendant la soirée, les autres personnes peuvent tout de suite voir que tu as une gommette et que tu n'es pas là pour prendre une photo. Après, normalement, si tu sélectionnes bien les gens sont dans le bon mindset, il n'y a pas de bien sûr, mais je pense qu'en partie, mais ça, c'est lié à tous les tabous qu'on a autour de la sexualité, mais je me dis qu'en partie, les gens, ils ont peur de faire ce genre de choses parce qu'ils ont peur aussi d'être découverts par la suite, d'avoir fait ce genre de choses. Et donc, d'avoir cette réassurance que tu peux aussi rentrer dans un espace safe où les gens maintiendront entre guillemets ton anonymat et que va pas y avoir des photos de toi sur Internet. C'est rassurant. C'est rassurant. Et du coup, pour clôturer, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, toi, personnellement,
Et qu'est-ce que tu dirais que ça peut apporter à des gens qui ont envie d'avoir une sexualité un peu moins conventionnelle? Je pense que c'est une meilleure connaissance de soi en fait, explorer sa sexualité, c'est une meilleure connaissance de son corps, de ses choix, par exemple physiquement, se réapproprier son corps, tout ce qui est donc la libération du plaisir féminin, de l'orgasme, c'est être plus à l'aise aussi dans son corps et pouvoir ensuite avoir une sexualité plus épanouie avec ses partenaires ou même dans son intimité à soi. Ça, c'est le côté un peu apport physique. Après, je pense qu'il y a un apport psychologique de se connaître mieux, de connaître ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, savoir définir ses préférences, ses tabous, ses limites. Et donc aller vers une meilleure connaissance de soi. Il y a aussi un peu une approche peut-être même spirituelle en fait, arriver à connecter avec quelqu'un sur un niveau d'intimité plus profond, plus conscient, c'est aussi s'épanouir en tant qu'être humain. Et c'est ça, il y a une approche assez holistique en fait sur la sexualité, c'est que ça nous permet d'être plus à l'aise avec notre corps, mais aussi de ressentir ces énergies créatives et transformatrices qui circulent en chacun et chacune de nous, quoi. Oh, c'est beau. Ça, c'est le tantra. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était super. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai beaucoup appris. Bye bye.